Chers amis, je vous salue. Bienvenue dans cette vidéoconférence consacrée à un événement capital qui s'est déroulé hier, vendredi 8 février 2019, au palais de l'Assemblée nationale à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à savoir l'annonce de la démission historique du leader Guillaume Kigbafori Soro, qui était encore alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Comme je vous l'avais promis, j'ai pris le temps de la nuit qui porte conseil avant de revenir vers vous, vous présenter une analyse de la situation. Une analyse de l'événement avec une projection et la mise en perspective des enseignements qu'on peut en tirer. Je vous salue de toutes les campagnes et villes de Côte d'Ivoire. De Ferkessédougou, Korogo, à Aboissau, à Mans, de Yamoussoukro à Daoukro, à Boisflé, à Guiglo, à Bloléquin, à tous les pleurs, d'Abidjan à Bingerville, à Bassam, à Daloa, à Gagnoa, à Oumé, à Ouragayo. Je salue le vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Et je salue tous mes amis disséminés dans cette patrie adoptive devenue mienne depuis maintenant plus de 25 ans. Je souhaite la bienvenue à toute la diaspora ivoirienne. Diaspora d'Afrique, diaspora d'Europe, de France, diaspora des États-Unis d'Amérique et du Canada, diaspora d'Asie, en particulier de Chine et du Vietnam, d'où j'ai reçu ces dernières heures de nombreux messages d'encouragement adressés principalement aux leaders de ma génération africaine, Guillaume Kigbafori Soro, dont je m'honore d'être un des compagnons de lutte. Je voudrais donc consacrer, en vous adressant toutes les révérences usuelles, et parce que vous êtes des centaines à être d'ores et déjà connectés, en vous demandant de bien vouloir comprendre que je ne puisse vous citer nommément, individuellement, ce que j'aurais bien voulu faire, mais en prenant cette main que je vous tends, comme la main de la génération incarnée par le leader Guillaume Kigbafori Soro, laquelle génération a pris date hier avec vous, pour écrire, nous le croyons, l'une des plus grandes pages de l'histoire de Côte d'Ivoire dans les jours, semaines, mois, années qui viennent. Pour tous ceux d'entre vous qui considèrent cet ordre du jour comme intéressant, c'est-à-dire bien qu'ils partagent ou qu'ils ne partagent pas mon positionnement dans le jujutsu politique ivoirien, à tous ceux qui considèrent qu'avant de critiquer les positions d'un autre, il faut au moins les connaître, et qui viennent ici participer à un moment de partage citoyen aux antipodes des pratiques autocratiques que nous avons malheureusement à déplorer dans de nombreux pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite la bienvenue ici, et si ce moment de convivialité citoyenne, nationale et internationale, vous agrée, je vous invite d'ores et déjà à inviter tous les amis que vous avez sur vos réseaux à bien vouloir participer à cette conférence. Cette conférence qui est consacrée au décryptage de l'événement de la démission historique du leader Guillaume Kigbafori Soro de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire hier, vendredi 8 février 2019. Avant de vous décliner le plan
que je suivrai dans la présente conférence, je voudrais que vous me permettiez de présenter publiquement mes amitiés et ma reconnaissance fraternelle à la force de caractère et de tempérament, à la sérénité, à la profondeur de vue et au sens sacrificiel dont le leader de ma génération africaine, dans lequel je me reconnais, Guillaume Kigbafori Soro, a fait preuve, pendant toutes ces années d'embûches, de pièges, de complots, de cabales, pour parvenir in extremis à chaque fois, avec l'intelligence, l'audace qui le caractérise, mais sans doute aussi avec la baraka divine, à nous conduire en ce bon port du mois de février 2019 qui a consacré le partage de l'igname entre lui et ce que je démontrerai tout à l'heure comme étant la majorité artificielle du RHDP aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ô toi, leader générationnel, comme j'aime à t'appeler, je salue ton humilité, je salue ton sens du sacrifice, je salue la sérénité légendaire qui te caractérise. Je salue la tranquille dextérité républicaine avec laquelle tu as transmis les clés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire hier à ceux qui les revendiquaient urbi et orbi. Tranquillité qui s'est illustrée non seulement par le calme avec lequel tu as rendu le tablier de cette institution, mais aussi la simplicité avec laquelle tu en es reparti dans une petite Fiat que tu as volontiers choisie pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que tu es son fils, que tu es intimement lié à lui, que ce qui t'intéresse infiniment plus, c'est d'avoir son approbation que celle de quelques individualités, fussent-elles parmi celles qui se prétendent à la plus grande célébrité. Mon cher leader, Guillaume Kigbafori Soro, je voudrais ici t'adresser publiquement des hommages qui ne sont pas indus et qui ne relèvent pas de la flatterie des courtisans qui espèrent vivre des fastes d'une institution au mépris des intérêts du peuple. Le geste que tu as posé hier est un geste qui indique que les hommes qui marchent avec toi ne sont pas des hommes qui vendraient leur liberté pour du pain beurré à la sardine. Les hommes qui marchent avec toi sont en réalité des hommes qui s'efforcent d'être comme toi, des hommes de courage, des hommes de décision, des hommes d'audace, mais surtout et toujours des hommes d'humilité. Cet hommage étant adressé également à tous ceux qui, comme moi, aux quatre coins du monde, ont reconnu la justesse de tes combats d'antan, ont reconnu l'humilité avec laquelle tu t'es engagé dans le chemin du pardon et de la réconciliation du peuple de Côte d'Ivoire, et savent qu'aujourd'hui et demain ont commencé pour toi les grandes marches d'un chemin destinal aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire, chemin sur lequel seule la Vox Populi et la Vox Dei sont en mesure de déterminer le destin qui sera le tien. Cet exorde étant achevé, je voudrais m'intéresser très clairement maintenant au contenu de la conférence que je voudrais délivrer cet après-midi du samedi 9 février 2019. Cette conférence aura 3 parties. En général, je fais mes conférences en 3 parties. Il me semble que c'est beaucoup plus comestible dans le temps court d'une intervention médiatique comme celle-ci. Dans la première partie, je voudrais répondre clairement à la question « Pourquoi Guillaume Kigbafori Soro a-t-il démissionné hier de la tête de l'Assemblée nationale et donc du Parlement de Côte d'Ivoire ?» Ce sera l'objet de la première partie de mon exposé. J'ai l'ambition, au sortir de cette première partie, d'effacer toute ambiguïté dans votre esprit à propos des causes de la démission du président Guillaume Soro. Dans la deuxième partie de cette conférence, chers amis,
je voudrais vous exposer les enseignements que l'on peut tirer de la déclaration, du discours de démission présenté hier par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori-Soro, qui était encore président de l'Assemblée nationale, à ce moment T. Je voudrais aussi vous apporter quelques éléments d'appréciation supplémentaires qui ont été donnés par les interviews exclusives accordées quelques instants avant la démission et les vidéos exclusives publiées quelque temps après la démission par les services de communication du président Guillaume Kigbafori-Soro et en particulier une chaîne de télévision Internet avec laquelle il va falloir compter dans les jours à venir, la GKS TV, qui est disponible autant sur Facebook que sur le net en général. Enfin, dans un troisième moment de cette vidéoconférence, je voudrais aborder avec vous les perspectives de carrière ou d'avenir politique qui seront celles de Guillaume Soro et en même temps les perspectives qui attendent le grand peuple de Côte d'Ivoire à partir de l'analyse de cet événement et d'une analyse un peu plus large de la métamorphose en cours du système et du champ politique ivoirien. Si ce plan en 3 parties agrée chacun d'entre vous, je vous invite à bien vouloir le partager. Les amis qui travaillent à mes côtés dans le cadre de ces vidéoconférences se feront le plaisir par la suite de diviser, s'il le faut, la conférence en 3 parties, de telle façon que ceux qui veulent approfondir l'une des 3 parties de cette conférence puissent la retrouver en tant que telle. L'autre règle pratique pour que notre conférence se déroule bien, c'est que vous produisiez le maximum d'émoticônes pendant que j'exposerai, ce qui nous permettra d'être protégés par la horde de cyberterroristes financés par la nouvelle autocratie d'Abidjan pour nous empêcher de nous exprimer sur des réseaux sociaux, pour nous empêcher de nous exprimer, bien sûr parce que toutes les autocraties ont un problème d'argumentation et ce problème d'argumentation est souvent compensé par la surproduction d'injures ou alors par des voies de fait, les agressions ou des tentatives d'empêchement justement d'exercice de la liberté d'expression comme celle qu'a subie un certain 7 juillet 2018 mon jeune frère et regretté Noël Soro-Kognoron, aujourd'hui dans sa tombe à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, pour avoir simplement assisté à une assemblée générale associative dans un pays où on prétendait être définitivement sorti de la dictature et être installé dans la reconnaissance des libertés. Donc vous mettrez le maximum de cœur si vous souhaitez avoir une image nette et si vous souhaitez avoir un son pur. Ces conditions étant posées, je voudrais commencer, chers amis, en vous renouvelant mes salutations et mes pensées les plus respectueuses. Je voudrais commencer par le premier moment de la présente conférence. Ce premier moment est consacré à une question très simple. Pourquoi Guillaume Kigbafori-Soro a-t-il démissionné du poste des fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le 8 février 2019? La réponse a été très clairement donnée par plusieurs fois. Et elle a été très clairement donnée une première fois publiquement par le président Alassane Ouattara un certain mardi 29 janvier 2019. Et cette réponse a été de nouveau clairement donnée par le président de l'Assemblée nationale sortant Guillaume Kigbafori-Soro lorsque, quelques instants avant sa démission, il s'est confié à une interview exclusive de la GKS TV. Je cite un peu de mémoire les 2 réponses. Lorsqu'un journaliste interroge, lors de la réception de la presse ivoirienne, le 29 janvier 2019, le président de la République Alassane Ouattara sur ce que le journaliste appelle le cas Soro, la réponse du président Alassane Ouattara est rapide et brutale.
elle ne laisse même pas le temps aux journalistes de finir de poser la question. À peine le nom de Guillaume Soro a-t-il frôlé la bouche de ce journaliste que déjà la réponse fuse de la bouche du président de la République, chef du pouvoir exécutif dans la Constitution du 8 novembre 2016. Et la réponse est la suivante. Soro Guillaume démissionnera en février, c'est conclu, c'est réglé. Je restitue un peu de mémoire. Là, c'est entendu, c'est réglé, la réponse du président Alassane Ouattara. L'histoire retiendra donc que le premier officiel ivoirien à avoir annoncé une démission de Guillaume Klikbafori Soro, c'est le président de la République, Alassane Ouattara. Vous reconnaîtrez déjà avec moi là qu'il s'agit d'une incongruité dans une république qui consacre dans sa constitution le principe de la séparation des pouvoirs. Selon la constitution ivoirienne de 2016, dont le président Alassane Ouattara lui-même est un initiateur, et dont les juristes professeurs Ouraga Obou et le docteur en droit Ibrahim Cissé Bakongo sont les artificiers rédacteurs, selon cette constitution, il y a 3 pouvoirs en Côte d'Ivoire, ces 3 pouvoirs sont séparés, et selon cette constitution, bien sûr, aucun pouvoir ne peut démettre un autre. Cela veut dire que l'Assemblée nationale ne peut pas se réunir, ou le président de l'Assemblée nationale ne peut pas exiger la démission du président de la République. Il ne peut pas non plus exiger la démission du chef du pouvoir judiciaire, en l'occurrence, par exemple, le président de la Cour constitutionnelle. De la même façon, le président de la République, en vertu de la Constitution ivoirienne, ne peut pas exiger la démission du président du Parlement, président de l'Assemblée nationale. Je rappelle que le Parlement, c'est le rassemblement du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la chambre basse du Parlement, c'est-à-dire celle qui est élue immédiatement au suffrage universel, direct donc, alors que le Sénat, c'est la chambre haute, celle qui est élue, si vous le voulez, au suffrage universel, mais indirect. Alors, donc, le Parlement rassemble le Sénat et l'Assemblée nationale, et selon la Constitution ivoirienne de 2016, le président de l'Assemblée nationale est le chef du Parlement. Donc, le principe de séparation de pouvoir interdit au chef de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, d'exiger la démission du chef du Parlement pendant tout le temps de son mandat. Ce même principe interdit au président de la République d'exiger la démission du chef du pouvoir judiciaire. Et d'ailleurs, le président de la République ne devrait plus, dans la logique de cette Constitution, présider au Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est plus tout à fait de sa responsabilité. Alors que la Constitution de Côte d'Ivoire interdit au président de l'Assemblée nationale de requérir la démission du chef de l'un des 2 autres pouvoirs, interdit au président de la République de requérir la démission de l'un des chefs des 2 autres pouvoirs, interdit au président du pouvoir, au chef du pouvoir judiciaire, de demander la démission de l'un des autres pouvoirs, le président de la République, actuellement en exercice, Alassane Ouattara, commet publiquement non seulement une faute de goût esthétique, pour ceux qui connaissent les exigences des constitutions et le respect des institutions régaliennes, mais il révèle par sa déclaration devant la presse, de manière impromptue, ce 29 janvier, il révèle qu'il est à l'origine, en réalité, de la pression exercée contre Guillaume Klikbafori Soro afin que celui-ci démissionne de son poste de président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première information, tout le monde peut aller la vérifier. Le premier officiel, chef d'une des institutions ivoiriennes, à avoir évoqué publiquement la démission de Guillaume Klikbafori Soro, c'est le président de la République. C'est une faute, d'abord, de goût esthétique en matière de respect des institutions. C'est une faute constitutionnelle, il n'avait pas vocation à le faire. Et c'est aussi une faute révélatrice. Elle révèle le fait que cette démission, annoncée donc par le président Alassane Ouattara, était tout à fait un projet auquel lui-même personnellement tenait, puisqu'il avait dit que c'était entendu et réglé, c'est-à-dire que, en réalité, il avait déjà fait acter cette démission avec Guillaume Klikbafori Soro dans des entretiens précédents. Mais ce manque de retenue du président de la République, qui s'est traduit d'ailleurs dans le cas de la Côte d'Ivoire par l'évasion de toutes les informations liées aux audiences
dans la presse parisienne, puis à nouveau dans la presse africaine, à travers probablement des fuites organisées autour de lui-même et dans son système de communication, eh bien, ce manque de retenue vient trouver une confirmation dans la déclaration que fait Guillaume Kigbafori-Soro le vendredi 8 février, quelques instants avant d'entrer au palais de l'Assemblée nationale. Dans une interview exclusive qu'il accorde à la GKS TV, vous pouvez retrouver l'interview, il dit très clairement qu'il a démissionné parce que le président de la République, Alassane Ouattara, avait plusieurs fois insisté pour obtenir cette démission. C'est parce que cette insistance se répétait que Guillaume Kigbafori-Soro a jugé qu'il devenait inconfortable de vivre dans des institutions avec un président de la République qui vous considérait comme indésirable au cœur de l'appareil institutionnel. Alors, Guillaume Kigbafori-Soro utilise le langage diplomatique, le langage châtié des hommes d'État. Quand quelqu'un vous dit qu'il a démissionné sur insistance répétitive du président de la République, nous autres philosophes et analystes politiques appelons cette insistance un harcèlement. Il s'agissait bel et bien d'un harcèlement politique. Donc on peut dire que la démission du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori-Soro, notre leader, est la conséquence du harcèlement politique organisé par le président de la République, Alassane Ouattara, contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori-Soro, pour le forcer à démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, pour corroborer ce que je suis en train de vous dire, la même presse qui a ses entrées auprès du palais présidentiel ivoirien actuel a révélé qu'il y avait eu des entretiens le 5 janvier et le 25 janvier, et la même presse a révélé que le contenu de ces entretiens ne consistait pour le président de la République, Alassane Ouattara, que d'exiger au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori-Soro, soit de rejoindre le nouveau parti présidentiel RHDP unifié, soit de démissionner de l'Assemblée nationale. Tout cela a été sorti longtemps avant, d'ailleurs, l'événement du 8 février 2019 dans la presse internationale, puis dans la presse ivoirienne. Donc, je suis en train de répondre, chers amis, à la première question. La question était bien, pourquoi Guillaume Kigbafori-Soro a-t-il démissionné hier, 8 février 2019? Je donne un premier argument. C'est un premier élément, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette démission. Le premier facteur, le facteur causal immédiat, c'est la manifestation par une insistance, c'est-à-dire par harcèlement politique, de la volonté de l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, que Guillaume Soro quitte ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. C'est donc cette insistance répétée, cette injonction de démissionner ou de se soumettre, qui s'est traduite par l'événement d'hier. Mais, vous pourriez me dire, mais si la Constitution de Côte d'Ivoire n'autorise pas le président de la République de requérir la démission du président de l'Assemblée nationale, vous pourriez me poser la question de savoir, mais pourquoi Guillaume Soro ne s'est-il pas agrippé à la Constitution? Pourquoi ne s'est-il pas accroché à la Constitution que manifestement le président de la République actuelle, Alassane Ouattara, était une fois de plus en train de violer? La réponse se trouve dans, malheureusement, ce qu'on peut considérer comme le flou même, d'abord de cette Constitution, et l'usage flou qui en a été fait par le président de la République, Alassane Ouattara. En effet, à l'article 95 de la Constitution de 2016, actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire, il est dit qu'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale peut être convoquée soit à la demande du président de l'Assemblée nationale ou à la demande d'un certain quorum de députés, soit à la demande du président de la République. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale peut donc être convoquée à la demande du président de la République. Cela est prévu dans la Constitution. Et l'article 95 en question continue en disant, eh bien, cette session extraordinaire peut être convoquée sur un ordre du jour déterminé.
Alors, quand on dit sur un ordre du jour déterminé, on ne précise pas quel ordre du jour peut permettre au président de la République de convoquer le Parlement. Ce qui laisse absolument vague le contenu de l'ordre du jour, qui peut être celui au nom duquel le président de la République demande au Parlement de se réunir en session extraordinaire. Donc, sur le plan de la forme juridique, le président de la République, selon la Constitution, a parfaitement le droit de demander à tout moment au Parlement de se réunir en session extraordinaire. Ça peut être utile pour la gestion des affaires de l'État. Et il n'était pas forcément nécessaire que cette session extraordinaire soit consacrée à, en réalité, la démission. Si vous lisez la convocation qui a été rédigée par le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, M. Ndri, pour convoquer l'Assemblée extraordinaire d'hier, la session extraordinaire d'hier, vous allez voir qu'il n'y a pas de point d'ordre du jour. Et alors, vous devez pouvoir comprendre pourquoi il n'y a pas eu de point précis d'ordre du jour. Eh bien, il n'y a pas eu de point précis d'ordre du jour parce que la Constitution ivoirienne ne prévoit pas que le président de la République puisse demander la démission du président de l'Assemblée nationale. Il n'y a ni dans le règlement de l'Assemblée nationale, ni dans la Constitution ivoirienne, il n'y a pas d'article autorisant qu'à l'intérieur d'une session extraordinaire, le président de la République demande la démission du président de l'Assemblée nationale. Par conséquent, il ne pouvait pas être écrit dans l'ordre du jour de la convocation démission du président de l'Assemblée nationale. Car le dire, c'était d'une certaine façon avouer ouvertement que le président de la République violait la Constitution. Il s'ensuit donc que l'ordre du jour étant resté très vague, il restait très vague pourquoi ? Pour d'une part tenter de dissimuler une dernière fois l'intention clairement frauduleuse du harceleur, de celui qui insistait pour obtenir la démission de Guillaume Soro, et il permettait globalement à Guillaume Kigbafori Soro, qui de fait avait décidé déjà à partir de là de démissionner, de se retirer en respectant ne serait-ce que les formes du fonctionnement de l'institution qu'il a quittée hier. Alors, pourquoi Guillaume Soro n'a-t-il pas, au nom de la Constitution, refusé de quitter la tête de l'Assemblée nationale? Je suis en train de vous donner des éléments d'appréciation, mais il faut que vous compreniez l'arrière-fond. On est d'abord sur un arrière-fond de violation de la Constitution. Mais il y a une deuxième chose, et celle-là, vous ne pouvez la connaître que si on s'en va creuser, effectivement, à l'intérieur du discours que Guillaume Soro lui-même a délivré le 8 février 2019 devant les députés. Guillaume Soro révèle que la pomme de discorde entre le président Alassane Ouattara et lui, c'est le RHDP unifié. Le RHDP unifié. Le président Alassane Ouattara a exigé du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qu'il se soumette à sa volonté de le voir figurer parmi les cadres du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Parti unifié créé le 16 juillet 2018 et dont le président Alassane Ouattara a été proclamé président à partir de cette date. Bien qu'il soit en même temps président de la République, la Constitution de 2016 lui laisse la latitude d'être en même temps un président de parti. Et je ne sais pas pourquoi il s'étonne d'être critiqué davantage ces derniers temps qu'avant, alors qu'il a lui-même accepté de descendre dans l'arène en prenant la présidence d'un parti politique contre les autres partis politiques et en cessant d'être sur son piédestal de président de la République chargé de rassembler et d'incarner l'unité et l'union du pays. Donc, j'ai le sentiment que le président Alassane Ouattara ne savait finalement pas à quelle constitution lui-même il avait décidé, soi-disant, de se soumettre. Il ne s'est pas rendu compte que la constitution qu'il a promue faisait de lui potentiellement un président de parti, et qu'en tant que président de parti, on peut le critiquer matin, midi et soir parce qu'il représente des intérêts particuliers en tant que président de parti, et il ne représente l'intérêt général comme président de la République que pour un certain nombre de fonctions. Donc, les Ivoiriens, les Ivoiriennes peuvent critiquer matin, midi et soir le président du parti RHDP unifié qui ne représente pas la totalité des Ivoiriens, qui est une partie du peuple de Côte d'Ivoire, mais qui ne peuvent pas se prévaloir d'incarner l'intérêt général du peuple de Côte d'Ivoire.
le parti unifié du RHDP peut être traité comme on peut traiter le FPI, comme on peut traiter l'UDPCI, comme on peut traiter le RDR. Il peut être traité pareillement. Pourquoi? Parce que c'est un parti particulier. Ce n'est pas le parti de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Si le RHDP unifié était le parti de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, il n'y aurait donc plus de pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Ce serait donc le retour au parti unique. Guillaume Soro, pour nous aider à comprendre pourquoi il a démissionné, nous révèle donc son désaccord avec le président Alassane Ouattara à propos, il va le dire très clairement, d'un certain nombre de choses. D'abord, désaccord idéologique. Ensuite, désaccord sur la marche de la vie politique nationale. Troisièmement, désaccord sur le sens de l'histoire. Quatrièmement, désir d'harmonie personnelle de Guillaume Kigbafori Soro avec ses valeurs, avec ses convictions, avec sa conscience. Et il ne faut pas oublier cela, un désaccord essentiel sur les conditions de préparation de la concurrence politique qui arrive en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais analyser chacun des points du désaccord en me basant sur les mots utilisés par le président Guillaume Soro lui-même. D'abord, Guillaume Soro refuse d'adhérer au RHDP parce qu'il ne partage pas l'idéologie du RHDP. Le RHDP unifié s'est illustré devant le peuple de Côte d'Ivoire comme le parti politique qui voulait soumettre les autres par soit la force, soit la ruse, soit l'argent, la corruption. Commençons par la force. Ce parti est responsable de l'assassinat de nombreux citoyens ivoiriens. Pendant les élections municipales et régionales d'octobre 2018, vous avez vu le RHDP à Abobo, vous l'avez vu à Bassam, vous l'avez vu à Port-Boué, vous l'avez vu au plateau organiser des violences au bénéfice de ces candidats. À Abobo, Koulibaly Lansine a été tué par les hommes stipendiés du candidat Ahmed Bakayoko. À Bassam, de nombreuses personnes ont été blessées et on a dénombré des personnes décédées. On a vu ce qui se passait dans la commune de Port-Boué avec M. Siandou Fofana, soutenu par le régime. Et on a vu au plateau ce que M. Fabrice Sawignon, soutenu par le régime, a organisé comme violence et voie de fait pendant l'élection. Le RHDP est un parti qui est né sur la base de la violence parce que l'un de ses membres les plus éminents, le grand ponte de la ville de Korogo, le Premier ministre actuel, Amadou Gon Coulibaly, a cautionné l'assassinat par des militants proches de lui, Amadou Gon Coulibaly, d'un pauvre jeune, Noël Soro-Cognon, membre du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, dont le président est l'honorable député Mamadou Kanigui Soro, et dont le président Guillaume Soro est le président d'honneur. Le 7 juillet 2018, des militants du RDR ont assassiné un jeune Ivoirien qui voulait assister à une assemblée générale locale du RACI au motif qu'il ne fallait pas que cette assemblée générale se tienne. Ces actes sont à mettre au comptant du RHDP, parti unifié. C'est donc un parti qui est né en utilisant la terreur. C'est un parti qui est né également en utilisant d'autres méthodes. Le limogeage de tous ceux qui n'ont pas le même point de vue que le président Alassane Ouattara ou les membres de son clan. Limogeage en masse de tous les proches de Guillaume Kigbafori Soro depuis pratiquement 4 ans, avec un seuil paroxystique atteint sous le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Limogeage des proches du président Henri Konan Bédié dès lors qu'il ne s'est pas soumis avec le PDCI au diktat du même parti unifié version Alassane Ouattara. Exclusion, harcèlement, on l'a vu, lorsque des proches du président Guillaume Soro ont à voyager, le nombre de tracasseries qu'ils vont subir à l'entrée et à la sortie de l'aéroport d'Abidjan. Emprisonnement arbitraire de citoyens ivoiriens, non pas simplement les 800 prisonniers et même plus de la crise post-électorale pour lesquels Guillaume Soro avait demandé depuis très longtemps au président Alassane Ouattara de bien vouloir faire preuve de magnanimité et de favoriser la réconciliation nationale, mais arrestation arbitraire, comme celle de Koné Kamaraté Souleymane, Soul to Soul, avec le motif fallacieux, farfelu, imaginaire et mythomaniaque d'organisation d'un coup d'État contre les institutions de la République, motif qui n'a jamais été démontré, d'autant plus qu'il s'agissait en réalité d'utiliser
des dépôts d'armes du système secret défense de la Côte d'Ivoire comme alibi pour tenter de noyer un compagnon de Guillaume Soro et indirectement Guillaume Soro lui-même. Vous avez vous-même assisté à l'emprisonnement ubuesque, honteux, farfelu, incongru d'un député de Côte d'Ivoire qui dort ce soir, qui passe cette soirée de plus et de trop à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Alain Michel Agnima-Lobognon, privé de sa liberté pour avoir voulu défendre le principe de séparation des pouvoirs et l'immunité parlementaire d'un de ses collègues du PDC-RDA, le candidat vainqueur de l'élection municipale du plateau, Jacques Ayrault. Vous avez suivi tout cela. Donc le RHDP, c'est clairement le parti unifié qui se construit sur le principe de la force. Je n'ai parlé que de la force et de la violence. Cette idéologie de la force à tout prix, qui refuse le dialogue, qui refuse l'entente, Guillaume Soro s'y oppose. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas adhérer au RHDP. Mais c'est aussi un parti qui est construit sur la base de la ruse, c'est-à-dire un parti qui ment à ses alliés. Tout le monde a vu comment le président Bédié et le PDC-RDA ont été roulés dans la farine par le clan présidentiel dirigé par le président Alassane Ouattara avec l'affaire de l'appel de Daoukro, dont a pourtant si bien parlé mon ami et frère Tiburce Kofi, qui fut incompris quand il disait que ce marché de dupes finirait mal. Maintenant, il y a des gens qui devraient relire son livre. Quand nous, les écrivains, nous écrivons, eh bien, parfois, vous pensez immédiatement que nous avons tort. Mais 2 ou 3 années plus tard, nous avons pleinement raison. Et ayez le courage de dire que nous l'avions dit. Henri Konan Bédié fait l'appel de Daoukro du 17 septembre 2014. Et dans cet appel, il demande au PDC-RDA, à l'électorat PDC-RDA, de faire la même chose qu'en 2010 et d'élire dès le premier tour, cette fois-ci, le seul et unique candidat du RHDP, Alassane Ouattara, pour un 2e mandat à la tête de l'État. Et publiquement, alors que le président Alassane Ouattara est assis là, en 2015, le président Henri Konan Bédié insiste pour dire que si lui, il soutient un 2e mandat en roue libre du président Alassane Ouattara, c'est à condition que dans le cadre de leur alliance à tous les deux, le président Alassane Ouattara lui laisse la main, lui et le PDC-RDA, pour choisir à leur tour le candidat à la présidence de la République de la prochaine élection. Personne au RDR ne s'est levé pour contredire Henri Konan Bédié et le PDC-RDA tant que l'élection présidentielle de 2015 n'avait pas encore eu lieu. Tant que l'élection présidentielle de 2015 n'avait pas encore eu lieu, il n'y a personne qui s'est permis de dire, au sein de la direction du RDR, de dire au président Henri Konan Bédié, cette affaire-là ne nous engage pas, vous avez appelé à l'élection du président Ouattara, mais nous n'avons pas connaissance d'une clause de rétrocession du pouvoir au PDC-RDA en 2020. Tout ce beau monde, et moi je n'en suis pas, parce que j'ai publié à l'époque une tribune disant que, de toutes les façons, s'il y avait eu un deal entre les présidents Ouattara et Bédié, moi, à ma connaissance, du peu et du mieux que je connais, grâce à mon leader Guillaume Kigbafori Soro, eh bien ce deal ne concernait pas ma génération. Parce qu'à aucun moment, nous n'avons cru que le pouvoir politique en Côte d'Ivoire se donne autrement que par le passage par la vox populi, c'est-à-dire le choix démocratique du peuple. Mais à l'intérieur d'une alliance, il peut y avoir une entente, et nous n'avons pas à être mouillés dans une entente dans laquelle, de toutes les façons, eh bien, de toutes les façons, nous n'avons pas pris d'engagement, ni joué un rôle particulier. Et donc, moi, j'avais écrit cela à cette époque, pour dire, attention à l'appel de Daoukro, espérons que tout le monde qui est en train de l'entendre sait très bien que c'est la parole du président Bédié qui va devoir faire face à la parole du président Alassane Ouattara, et que s'il y en a un qui ne reconnaît pas cette parole, ça veut dire que de tous les deux, il y a au moins un menteur. Il y a sûrement un menteur. Or, le président Bédié, qui était de très bonne foi, a constaté que son cadet, comme il l'appelait à l'époque des amours, son cadet ne l'a pas contredit. Son cadet a même applaudi l'appel de Daoukro et la clause de rétrocession du pouvoir au PDC-RDA en 2020 qui était incluse. Seulement, dès sa réélection de 2015, les Adama Bictogo, les Kandia Kamara, les Ibrahim Sissé Bakongo sont partis à l'abordage pour dire rien n'a été promis au PDC-RDA. C'est-à-dire, en réalité, pour faire le président Bédié cocu. Pour l'humilier. Donc, cette humiliation organisée contre le président Henri Konan Bédié confirme les raisons pour lesquelles Guillaume Soro ne peut pas être d'accord avec l'idéologie du RHDP unifié, parce que c'est un parti de roublards, c'est un parti de trompeurs, c'est un parti de gens qui se croient plus rusés que les autres.
envers Guillaume Kibafori Soro, qui n'a pas vu la ruse. Tout le monde a bien vu que le président Alassane Ouattara s'est arrangé à rédiger la constitution de 2016 d'une manière qui lui permettait, déjà en réalité, croyait-il, de mettre sous les ténoirs Guillaume Kibafori Soro. On a cru, en déplaçant le dauphinat constitutionnel du président de l'Assemblée nationale au vice-président de la République, avoir définitivement douché les chances de Guillaume Kibafori Soro d'être un jour président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le monde le savait, nous tous nous le savions. Mais comme nous savons que Guillaume Kibafori Soro, notre leader, n'est pas homme à chercher à être président de la République par nomination, ni par dauphinat constitutionnel, ni par glissement constitutionnel. Nous savons très bien que si Guillaume Kibafori Soro doit être un jour président de la République de Côte d'Ivoire, ce sera par l'élection démocratique des Ivoiriens. Nous n'avions aucune raison de nous braquer sur la révision constitutionnelle de 2016, tout en sachant que cette constitution, en bonne partie, visait Guillaume Kibafori Soro, mais qu'elle ne le concernait pas. Pour reprendre une métaphore très connue à propos de l'article 35 des années 2000. Donc il faut faire très attention. On a vu depuis très longtemps la volonté de tromper ses alliés manifestée par l'actuel président du RHDP. Le président Alassane Ouattara a clairement, à partir de 2016, commencé à montrer à ses alliés, ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir en 2010, à savoir le président Henri Konan Bédié du PDC-RDA et l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibafori Soro, le président Alassane Ouattara a commencé à leur montrer qu'il voulait les rouler les uns après les autres dans la farine. Donc il était hors de question que des hommes d'État intelligents comme eux se laissent rouler indéfiniment dans la farine. C'est donc un parti qui a été construit, 1, sur la violence, vous avez bien vu pourquoi, j'ai donné la liste des faits violents, 2, sur la ruse. Vous avez vu comment ils se sont amusés à tromper le PDC-RDA et comment ils croyaient pouvoir tromper Guillaume Kibafori Soro. Et c'est un parti qui a été construit sur le mensonge. Pourquoi le mensonge? En quoi ces gens mentent-ils? Le premier des mensonges qui est le leur, c'est de dire que le parti du RHDP unifié actuel, que c'est le parti qui représente la majorité politique en Côte d'Ivoire. Écoutez, le RHDP qui a pris le pouvoir en 2010 représentait la majorité politique en Côte d'Ivoire parce que les deux grands partis de l'opposition ancienne au régime de Laurent Gbagbo, à savoir le RDR et le PDCI, formaient le RHDP. Le RHDP représentait la majorité politique en 2010-2011 en Côte d'Ivoire parce que l'essentiel des forces nouvelles de Guillaume Soro s'était fondu non seulement dans le RDR et par là aussi dans le RHDP. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Le PDC-RDA, contrôlé à pratiquement 100% par le président Henri Konan Bédié, s'est retiré depuis le mois de juillet. Il s'est retiré du RHDP. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Et tous les authentiques compagnons de lutte du président Guillaume Kibafori Soro n'ont rien à voir avec le RHDP. Si vous voyez quelqu'un qui est allé au congrès du RHDP et qui vous dit qu'il y est allé en tant que compagnon de lutte de Guillaume Kibafori Soro, dites-lui qu'il ment. J'ai démontré lors d'une conférence précédente que c'est le cas d'individus comme Sidiki Konaté, qui ne sont pas à considérer par toute personne avertie comme étant des compagnons authentiques du président Guillaume Kibafori Soro, et en réalité, qui ne sont même plus à prendre en compte lorsqu'il faudra dire quoi que ce soit à son sujet. Car en réalité, ce sont les fameux essuie-glaces dont personne ne veut, depuis le tristement célèbre Laurent Donat-Fologo, ce sont les opportunistes, ce sont des gens qui ne sont pas capables de rester dans des positions de principe, y compris quand il leur faut perdre des positions grassouillettes de confort. J'insiste là-dessus. Donc, le RHDP a été construit sur le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent aujourd'hui constituer la majorité politique du peuple de Côte d'Ivoire, alors que le RHDP actuel, il est en réalité rétréci comme peau de chagrin, comme un vieux sachet de Lipton, dirait une de mes amies, précisément parce que le PDC-RDA s'en est retiré et que les forces nouvelles n'en sont plus. Mais comment vous êtes arrivé au pouvoir grâce au PDC-RDA et aux forces nouvelles? Les deux se sont retirés de vous et vous prétendez être encore majoritaire. Vous ne pouvez pas prétendre être majoritaire alors que vous étiez composé de 3 tiers et que vous avez perdu 2 tiers de ce que vous étiez. Minimum 2 tiers. Car j'ai la certitude que le Rassemblement des Républicains, le RDR,
n'est pas entièrement dans le RHDP. Les bases du Rassemblement des Républicains, celles qui ont de la mémoire, celles qui savent le rôle que Guillaume Kigbafori Soro a joué pour que des millions de cartes d'identité soient attribuées à toutes les Ivoiriens, celles qui savent le rôle qu'il a joué pour rééquilibrer le rapport de force politique dans ce pays, le rôle qu'il a joué pour organiser des élections, le rôle qu'il a joué pour accompagner le président Alassane Ouattara au pouvoir, les bases du RDR ne sont pas avec le RHDP. Si les bases du RDR étaient avec le RHDP n'aurait pas besoin de donner du riz, de l'huile et 2000 francs CFA pour remplir brièvement le stade Félicia d'Abidjan, lequel stade Félicia d'Abidjan se vide en direct pendant que le président de la République, Alassane Ouattara, est en train de discourir. Si c'était un parti populaire, les militants disciplinés du RDR, si c'était eux qui avaient été là, ils ne seraient jamais sortis quand le président de la République en exercice est en train de s'exprimer. C'est parce que ce sont des militants cosmétiques artificiels, captés avec des sachets de riz, des chiffons, comme l'a dit le président Bédier, et un peu d'argent, eh bien ces militants n'ont pas la discipline et l'habitude de l'organisation. Ils sont venus, et à un moment donné, ils étaient fatigués, d'autant plus que les discours étaient lents, lourds, les discours manquent de poésie, de profondeur, de vision. C'est des discours qui ne sont pas enchanteurs. Ce qu'on a entendu au Félicia le 26 janvier était vraiment un monument de platitudes successives. Il y avait là de quoi endormir un insomniaque. L'endormir même profondément. Donc c'est un parti déconnecté du peuple de Côte d'Ivoire. Tellement déconnecté que vous avez pu voir une députée de ce parti insulter les parties génitales de femmes d'un parti opposé et s'insulter elle-même en tant que femme, sans que cela ne lui coûte les foudres de Jupiter. Alors que pour un tweet protégeant l'immunité parlementaire d'un collègue député, Alain Michel Lobognon est en prison. Avec une peine annoncée d'1 an et de 300 000 CFA d'amende. Une femme qui a dit Ibiekissé en s'adressant aux parties intimes d'autres femmes comme elle. Cette femme est députée et elle n'a bénéficié, au minimum, que des clameurs d'applaudissements de son propre camp. Donc, il faut faire très attention à comprendre que si Guillaume Soro a refusé de rejoindre le RHDP, c'est parce que le RHDP est idéologiquement basé sur la violence, la ruse et le mensonge. La violence, la ruse et le mensonge. Bon, le RHDP a un nom. Ce nom-là, c'est Parti oufouettiste. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'oufouettisme? C'est devenu un concept fourre-tout en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut se lever un matin et dire qu'il est oufouettiste, parce que Houphouët-Boigny n'est plus là pour reconnaître les siens. Mais si vraiment le RHDP était l'incarnation de l'oufouettisme, pourquoi le président Félix Houphouët-Boigny n'a-t-il pas choisi comme dauphin constitutionnel un certain Premier ministre Alassane Dramane Ouattara en 1993? Pourquoi l'article 11 de la Constitution d'alors n'a-t-il pas bénéficié plutôt à M. Alassane Dramane Ouattara qui était à l'époque Premier ministre? Il faudrait que vous écoutiez la conférence, la vidéo du ministre Laurent Dona-Fologo expliquant comment il a été harcelé par le Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, et le président de l'Assemblée nationale d'alors, Philippe Grégoire Yassé, qui essayait de lui demander de les accompagner pour violer la Constitution et empêcher que le dauphin constitutionnel désigné par la Constitution, Henri Konan Bédier, exerce le pouvoir après la mort du président Félix Houphouët-Boigny. C'est en analysant tout cela que je me suis dit, en réalité, le RHDP et le président Alassane Ouattara ont un problème avec la loi. Ce sont vraiment des gens en difficulté avec la loi, des gens qui n'aiment pas la loi, des gens qui ont une obsession de violation de la loi. Car ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette tendance à ne jamais respecter la loi telle qu'elle est formulée, telle qu'elle est exprimée. Cette compulsion de viol constitutionnel est installée à l'intérieur de l'âme et de la quintessence du RHDP unifié. Ce sont des gens qui ne respectent pas la loi. Et pour vous donner un autre exemple qui explique pourquoi Guillaume Soro ne pouvait pas rejoindre cette formation brinquebalante, abracadabrante et dichotomique, incongrue. Voici des gens qui ne lisent même pas les lois de Côte d'Ivoire au moment où ils décident de créer un parti. La loi qui régit les partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est la loi de 1993, août 1993. Et cette loi dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas appartenir à 2 partis politiques à la fois. On ne peut pas être à la fois membre d'un parti politique, mettons par exemple le RDR, et puis membre d'un autre parti politique qui s'appelle le RHDP unifié. Or, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors que le RDR, l'UDPCI, le MFA, etc. existaient encore, le président Alassane Ouattara s'est fait introniser président du parti unifié du RHDP le 16 juillet 2018. Comment le président de la République, qui devrait être le garant du respect de la Constitution, qui devrait protéger la Constitution mieux que la prunelle de ses yeux, peut-il se permettre lui-même d'appartenir à deux partis politiques à la fois, alors que la loi de 93 interdit cela? Comment le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui bien sûr est tout à fait caché derrière l'ombre tutélaire du père décrétal nominateur, espérant éventuellement glisser par dauphinat constitutionnel dans les fonctions de chef de l'État, comment ces gens-là ne lisent-ils pas la loi ivoirienne qui dit qu'on ne peut pas appartenir à deux partis politiques à la fois? On peut être membre d'un parti politique et ce parti politique peut être membre d'un groupement de partis politiques. Attention, un groupement de partis politiques, ce n'est pas un parti politique. Par conséquent, dès lors que le 16 juillet 2018, le président Alassane Ouattara se fait proclamer président du parti unifié du RHDP, formellement, il fallait d'abord mettre fin au RDR. Le RDR devait disparaître à partir de cette date pour que le président Alassane Ouattara soit conforme à la loi. Mais qui peut dire aujourd'hui même si le RDR existe encore ou s'il n'existe pas? Le RDR est devenu un parti fantomal. C'est un parti clignotant. Un coup, on a le sentiment qu'il existe. Un coup, on a le sentiment qu'il n'existe plus. L'UDPCI est devenu un parti fantomal. Selon que M. Mabry Touaqueseux a peur d'être viré de son poste de ministre, il a tendance à affirmer la disparition de l'UDPCI. Et quand il n'a plus peur d'être viré de son poste de ministre, cette fois-là, il affirme l'existence de l'UDPCI. Pareil pour les petits partitons qui sont allés à la soupe infecte de cette organisation de ruses, de mensonges et de violences. Eh bien, un coup, ils font semblant d'exister encore, et un coup, ils n'existent plus. Quand on menace, ils n'existent plus. Ils sont tous RHDP. Quand on ne menace plus, ils réexistent. Ce jeu du chat et à la souris, c'est parti clignotant. C'est parti alternatif, comme le courant. C'est parti discontinu. C'est parti fire and forget. Eh bien, ces partis-là ne sont pas des organisations qui peuvent accueillir un homme rompu à la culture politique, comme Guillaume Kigbafori-Soro. Ce n'est pas le RDR qui a formé politiquement Guillaume Kigbafori-Soro. Ce sont les luttes estudiantines et syndicales de la gauche universitaire ivoirienne et de la gauche panafricaine, puis de la gauche internationale, qui ont donné à Guillaume Kigbafori-Soro ses outils d'analyse idéologique. Je suis désolé. En 7 ans d'exercice du pouvoir, le RDR n'a imprimé aucune identité idéologique à la majorité au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le RDR, malheureusement, en ne suivant pas l'école de profondeur, de conceptualisation, de vision idéologique que Guillaume Soro aurait pu lui imprimer, eh bien ce parti est devenu un conglomérat de clients. Ce parti est devenu une association de circonstances, un club de soutien. Il est devenu l'ombre de lui-même. Et c'est pour ça que dans ce parti, on ne célèbre plus les véritables membres fondateurs. C'est pour ça que dans ce parti, on a oublié Jenny Kobina, sa famille, sa mémoire. C'est pour ça que dans ce parti, le président de la République actuelle, Alassane Ouattara, peut se lever devant une professeure titulaire d'histoire des universités comme Henriette Dagri-Diabaté et dire que M. Ahmed Bakayoko, l'actuel ministre d'État à la Défense, est le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire. Une insulte à toute la gent académique ivoirienne, dont je suis, en tant qu'ancien professeur des lycées et collèges de Côte d'Ivoire, titulaire d'une maîtrise d'enseignement et d'un DEA de l'université ivoirienne. Le président Alassane Ouattara nous a insultés en promouvant un ignare fiefé, comme ce ministre d'État Ahmed Bakayoko, connu pour n'avoir pas été capable de réussir le baccalauréat en Côte d'Ivoire, connu pour avoir émigré au Burkina Faso, où il a eu des démêlés de justice pour délits et infractions de délinquance, connu pour n'avoir pas pu franchir totalement la première année d'université en faculté de pharmacie, avoir abrégé ses études pour devenir sur les campus universitaires un casseur de grève et de liberté syndicale, au mépris du combat que menait la FESI d'alors pour l'instauration du multipartisme. C'est cet individu qui est aux antipodes des valeurs à promouvoir.
pour la formation de la jeunesse ivoirienne qui a été présenté pendant le congrès du RHDP comme étant le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire. Mais qu'en est-il des Samba Diarra, des Jean-Baptiste Moquet? Qu'en est-il des Ernest Boka? Qu'en est-il de ces abbés qui, au début du XXe siècle, se révoltent et vont connaître pour certains d'ailleurs la déportation? Le président Alassane Ouattara a très clairement montré ces dernières années qu'il ne possédait pas une culture historique de la Côte d'Ivoire, qu'il ne possédait pas une profondeur de conscience historique de la Côte d'Ivoire, qu'il n'avait pas compris qu'on ne pouvait pas pousser aussi loin le bouchon de la négation de la mémoire d'une nation que l'on prétend diriger au plus haut niveau. Comment voulez-vous que Guillaume Soro soit en accord avec un parti qui est dirigé par des gens qui pensent qu'Ahmed Bakayoko est le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire? Comment pouvez-vous imaginer qu'un parti dans lequel les Mariam Traoré peuvent vaginiser la politique publique, sexualiser la politique publique? Comment pensez-vous que Guillaume Soro puisse s'installer tranquillement aux côtés de ce genre de personnes, après les luttes fondamentales sérieuses et tragiques qui ont émaillé sa vie? Et après la décision énorme qu'il a prise d'aller vers tous les Ivoiriens à la recherche du pardon, de la réconciliation, en vue de la construction de l'état de droit. Donc, il y avait un désaccord. Et ce désaccord s'est affirmé plusieurs fois. Ceux qui savent lire l'ont vu. Déjà, le 9 septembre 2017, 9-10 septembre 2017, Guillaume Soro ne s'était pas rendu. Il ne s'était pas rendu au congrès du RDR. C'était déjà là l'affirmation de la rupture idéologique. Bon, alors, pourquoi Guillaume Soro n'est pas allé au RHDP? Parce qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont le RHDP gère la vie politique nationale. Le RHDP se comporte comme s'il était un parti unique des années 50-60. Le RHDP se comporte comme le PDC et RDA se comportaient dans les années 60 ou dans les années 80. Et même pire, parce que le président Houphouët-Boigny était habité par une très grande sagesse d'humilité et savait adouber les siens. Le président Houphouët-Boigny ne coupait pas les salaires des opposants. Au contraire, il remplissait les comptes des opposants dans l'espoir que ceux-ci s'adoucissent par le bon traitement de père de la nation. Le président Houphouët-Boigny n'affamait pas les gens avec lesquels il n'était pas d'accord. Au contraire, il leur garantissait ce minimum d'humanité qui était pour lui l'espoir d'une réconciliation possible avec eux, sur la base des choses élémentaires de la vie. Donc, c'est grave. Guillaume Soro refuse d'adhérer au RHDP unifié parce que ce parti est en train de ramer à contre-courant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent vivre dans la justice, ils veulent vivre dans une fraternité, ils veulent vivre dans la vérité mutuelle, ils veulent vivre dans la liberté totale d'expression, dans la liberté d'association, dans la liberté de pensée, de croyance. Ils veulent vivre pleinement les libertés qui sont proclamées dans la Constitution. Or, le RHDP se présente comme un parti régressif et Guillaume Soro, qui a consacré toute sa jeunesse à lutter pour obtenir des libertés nouvelles, pour les générations nouvelles, qui constituent aujourd'hui 80% de ce pays, ne peut pas s'associer à un projet, en réalité, d'arriération, de régression, de retour archaïque au passé que l'on croyait révolu. Voilà pourquoi il était pour lui la question, comme il a dit lui-même, d'une harmonie avec ses valeurs, ses convictions et sa conscience. Il était question pour lui de pouvoir se regarder dans une glace, à l'épreuve du miroir, et de dire ce pourquoi tu t'es battu toute ta vie durant, eh bien cela, tu continues à te battre pour cela, malgré le changement de circonstances, et tu n'as pas vendu ton âme. Donc il y a eu un désaccord profond. L'oufouettisme frelaté, artificiel, que nous sert aujourd'hui le RHDP n'a pas grand-chose à voir avec la sagesse de l'amour, la sagesse de la fraternité, la sagesse de l'hospitalité qui était celle du président Houphouët-Boigny. Je vous donne un autre exemple. Regardez le nombre de personnes qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, s'attaquent à tout citoyen ivoirien qui a des origines étrangères. Regardez ceux qui sont spécialistes dans ces attaques. Regardez comment m'insulte moi, originaire du Cameroun, et fils adoptif de la Côte d'Ivoire, à laquelle je contribue à donner, sur le plan de la contribution intellectuelle, sur le plan de la mobilisation citoyenne, ce que j'ai de meilleur, à savoir l'art de penser, l'habitude de penser,
Eh bien, regardez comment des militants du RDR qui ont souffert il y a à peine 10 ans seulement, même pas, moins de 10 ans, de l'ostracisme identitaire, de la discrimination à l'origine, de la discrimination au faciès. Regardez que ce sont les militants du RDR, les extrémistes du RDR, asservis au clan présidentiel, et ce n'est pas vrai de tous les militants du RDR non plus. Ce sont eux qui sont devenus les plus grands xénophobes sur les réseaux sociaux. Quand vous vous appelez Traoré, vous vous appelez Touré, vous vous appelez Konaté, vous vous appelez Cissé, vous vous appelez etc. Et que vous osez vous attaquer à quelqu'un dans le débat politique ivoirien en le traitant d'étranger, il y a deux hypothèses. Soit vous êtes victime, peut-être de manière précoce, d'une maladie d'Alzheimer qui a déclenché une dégénérescence de vos facultés nerveuses et par conséquent une perte d'une partie de votre mémoire, soit en réalité vous êtes un pervers. Parce que vous faites exactement ce dont vous vous êtes plaint et ce pourquoi certains d'entre vous sont morts. Morts pour certains parce qu'ils en ont été victimes et pour d'autres parce qu'ils se sont sacrifiés pour que cela ne soit plus possible. Donc comment pouvez-vous imaginer que Guillaume Kigbafori Soro, qui a sacrifié une partie de sa jeunesse à la lutte contre les dérives de l'ivoirité, s'associe avec un clan qui a recommencé à organiser l'opposition des Ivoiriens les uns contre les autres à partir de l'ethnie, à partir de la religion ou à partir des origines. Mais si Guillaume Soro fait cela, c'est comme s'il reniait 30 années de sa vie. Nous avons cette année pratiquement 47 ans. Nous aurons 47 ans cette année, le président, le leader Guillaume Kigbafori Soro et moi. Mais vous imaginez que Guillaume Soro, qui dès son engagement lycéen se battait contre les discriminations, s'associe à des gens qui discriminent, des gens qui traquent, des gens qui affament, des gens qui enlèvent, qui font des enlèvements. Kader Doumbia a été enlevé, un président d'association proche de Guillaume Soro a été enlevé. Vous le voyez en train de s'associer à ceux qui viennent de remettre en place avec le Quatuor, Amoudé, Zigei, Dacia, Tito, les escadrons de la mort, vous le voyez s'associer à cette bande-là qui a envie de recommencer en Côte d'Ivoire ce qu'on ne veut plus jamais voir. Donc, Guillaume Soro a affirmé très clairement, sans doute pendant les rencontres avec l'actuel président de la République, son désaccord avec l'orientation que ce RHDP unifié avait prise. Je répète, une orientation faite de ruse, de violence et de mensonge. Ruse, violence et mensonge. Guillaume Soro est homme à risquer sa vie pour la vérité. En 2010, lorsqu'au deuxième tour, Laurent Gbagbo perd les élections, Guillaume Soro prend à peine 2 personnes avec lui pour se rendre dans la résidence, pourtant forteresse, de Laurent Gbagbo et lui annoncer sa défaite et lui conseiller de se retirer. Ce n'est pas ce Guillaume Soro qui a hébergé et protégé dans l'hôtel du Golfe avec ses hommes le même président Alassane Ouattara, le président Bédié et l'essentiel de la majorité au pouvoir aujourd'hui. N'est-ce pas lui qui a pris le risque de sa vie pour accompagner même parfois, certains jours, ses combattants sur le terrain? N'est-ce pas ce Guillaume Soro? Comment pouvait-on imaginer que Guillaume Soro, qui a souvent risqué sa vie pour son idée de la vérité et de la justice, que ce Guillaume Soro s'agenouillerait, s'accroupirait devant un RHDP frelaté, piétinant toutes les libertés fondamentales que la Côte d'Ivoire était supposée avoir garanties? Comment pouvez-vous imaginer que Guillaume Soro se serait soumis à une telle engeance? Donc, je suis toujours dans la première partie de cette conférence. Je vous explique pourquoi Guillaume Kigbafori Soro a démissionné. Alors, là maintenant, vous venez de comprendre que Guillaume Kigbafori Soro, de toutes les façons, pouvait probablement rester encore président de l'Assemblée nationale pour quelque temps, mais d'aucune façon, Guillaume Kigbafori Soro, tel que nous le connaissons, ne pouvait adhérer au RHDP unifié. Il ne pouvait pas adhérer au RHDP unifié. Mais la manière dont il a démissionné s'explique par le harcèlement politique auquel l'a soumis le président Alassane Ouattara. Et ce n'est pas parce que Guillaume Soro aurait eu peur pour lui-même, en réalité, qu'il a démissionné. Guillaume Soro nous dit dans son discours d'hier que c'est parce qu'il a pensé à la Côte d'Ivoire. Il l'a indiqué plusieurs fois.
c'est parce qu'il a pensé à la Côte d'Ivoire qu'il a préféré démissionner sous l'insistance, bien sûr, du président de la République Alassane Ouattara, mais parce qu'il estimait que la paix, la sérénité, la tranquillité des Ivoiriens ne méritaient pas d'être troublés. En moins d'un an et demi du départ du président Alassane Ouattara du pouvoir, avec tout son clan, pourquoi risquer une situation qui provoquerait des remous, des conflits, des tragédies en Côte d'Ivoire, alors que le peuple de Côte d'Ivoire a un instrument dans sa main, l'élection présidentielle de 2020, pour se débarrasser de cette pseudo-majorité construite sur la ruse, construite sur le mensonge et construite sur la violence et la corruption. Donc Guillaume Kigbafori Soro n'a pas accepté de démissionner parce qu'il avait peur du président de la République Alassane Ouattara. Vous savez très bien que Guillaume Soro, ce sentiment n'est pas celui qui le guide. Il l'a rappelé, il est un homme serein et qui est convaincu que n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Mais Guillaume Soro, en homme d'État averti et expérimenté, a voulu précisément protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro sait que le peuple de Côte d'Ivoire détient dans ses mains un instrument puissant qui est le vote à la reine-mère des élections, et la reine-mère des élections aura lieu en 2020. Et quel que soit le fameux rouleau compresseur de tricherie auquel pense le clan présidentiel et ses sbires, le peuple de Côte d'Ivoire a une expérience suffisante de dictateurs qui ont tenté de lui voler une élection et qui ont été quand même renversés et qui ont dû partir. Le général Robert Guéhi a voulu voler l'élection de 2000. Il a dû partir. Il a voulu la confisquer, il a dû partir. Le président Gbagbo, qui avait gagné au premier tour, a voulu confisquer le deuxième tour. Il a dû partir. Les Ivoiriens ont une tradition, celle de ne pas se laisser voler leur reine-mère des élections, l'élection présidentielle. Donc, à quoi sert-il, à quoi aurait-il servi à Guillaume Kigbafori Soro de s'accrocher, comme il a dit lui-même, comme un saprophite, à un poste de président de l'Assemblée nationale vidé de sa substance par les intrusions du pouvoir exécutif, alors même que le peuple de Côte d'Ivoire détient l'arme fatale, l'élection présidentielle de 2020, pour se débarrasser de ce clan dans un an et demi à tout prendre. Rester président de l'Assemblée nationale et pactiser et être complice de la descente aux enfers de l'état de droit dans le pays, ou plutôt rester député et rester près du peuple, pour préparer aux côtés du peuple la grande décision de 2020. Guillaume Soro n'avait même pas besoin que quelqu'un le lui dise. Comme il le dit, à partir de 2017, il avait bien compris qu'il lui faudrait partir. Mais il n'est pas parti parce qu'il tremblait sous les menaces du président Alassane Ouattara. Il est parti parce qu'il ne veut pas que le peuple de Côte d'Ivoire repasse par la case trouble, par la case violence, par la case incertitude. Il croit que la démocratie ivoirienne se réveillera en 2020 et balayera le clan, aujourd'hui au pouvoir, complètement isolé, car ce clan est en réalité minoritaire. Le RHDP unifié actuel est minoritaire. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient 3 fuseaux. Il y avait le RDR, il y avait le PDC-RDA, il y avait les forces nouvelles. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils n'ont qu'un demi-fuseau. Ils n'ont même pas la totalité du RDR avec eux au pouvoir. Les bases du RDR ne sont pas avec eux. Si les bases du RDR étaient avec eux, ils n'auraient pas besoin de donner du riz, de l'huile aux militants. Vous avez bien vu que chez Guillaume Soro, c'est l'inverse qui se produit. Bien qu'on sache que Guillaume Soro est à l'abri du besoin, son peuple l'aime tellement que c'est les militants qui vont lui donner du riz et de l'huile, pour symboliquement lui donner force et courage dans la traversée de la route actuelle. Donc, au fond, d'un point de vue juridique et constitutionnel, le président Alassane Ouattara ne pouvait pas obtenir la démission de Guillaume Kigbafori Soro parce que la constitution ivoirienne ne prévoit en aucun cas que le président de la République démette le président de l'Assemblée nationale. Et la preuve absolue de tout cela, c'est que lorsque le président Alassane Ouattara a fait dépêcher au domicile
du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, une délégation avec une lettre rédigée d'avance, sous laquelle Guillaume Soro était supposé apposer une signature. Guillaume Soro, qui a le courage de chacune des situations de vie qu'il traverse, a refusé de signer. Il n'a pas refusé de signer parce qu'il refusait de démissionner, mais il refusait de démissionner dans des formes ubuesques qu'on voulait lui imposer. Le président de l'Assemblée nationale a été élu le 9 janvier 2017 avec 95% des suffrages à l'Assemblée nationale. Il y avait 252 votants et Guillaume Soro a obtenu 230 voix. Alors le RHDP unifié prétend aujourd'hui avoir 167 députés. C'est-à-dire donc que le président de l'Assemblée nationale qui va être issu du RHDP unifié est un président qui sera moins représentatif de l'Assemblée nationale que Guillaume Soro ne l'était. Guillaume Soro, lui, il a été élu par le RDR, par le PDCI-RDA, par l'UDPCI, par le MFA. Guillaume Soro a eu plus de 95% de suffrages. Donc en réalité, on ne pouvait pas le démissionner de l'Assemblée nationale, dès lors d'ailleurs que son élection au départ avait obtenu un large consensus démocratique. 230 voix sur 252 ou 255 députés votants. Peut-on prétendre aujourd'hui que celui qui va être le futur président de l'Assemblée nationale atteindra ce score? Jamais. Et vous allez bien voir que le fait qu'il n'atteigne pas ce score prouve très bien qu'en réalité, le RHDP est un parti minoritaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce parti avait une large majorité. C'est cette large majorité qui, bien sûr, accompagne Guillaume Soro au perchoir en janvier 2017. Ce parti est maintenant devenu une large minorité. Une minorité clairsemée, trouée comme un grillage, une minorité qui fait beaucoup de bruit, sans doute pour boucher les trous dont elle est faite. Et donc, il faut bien comprendre que Guillaume Kigbafori Soro n'a pas démissionné parce qu'il avait peur des menaces, parce qu'il avait peur des imprécations ou des oukases présidentielles. Il a démissionné par compassion pour le peuple de Côte d'Ivoire, auquel il veut épargner des errances et des souffrances. Il faut que vous marteliez ça dans votre tête. Par contre, celui qui a amené Guillaume Soro à prendre cette décision, par son hostilité affichée, par son harcèlement politique, c'est clairement le président Alassane Ouattara qui se révèle quelqu'un qui ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs. Il ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs. Et c'est ce que nous apprend l'analyse de la déclaration que Guillaume Kigbafori Soro a faite devant le Parlement. Ça, c'était donc le deuxième point. C'était le deuxième point de notre analyse. Il s'agissait de vous dire qu'est-ce que ce discours nous apprend. Maintenant, nous venons au troisième point de la conférence que je voulais vous proposer ce soir. Troisième et dernier point. Que va devenir Guillaume Kigbafori Soro et à quoi le peuple de Côte d'Ivoire peut-il s'attendre? Là encore, je commence par citer Guillaume Kigbafori Soro pour que vous repartiez de cette conférence avec le cœur et l'esprit au clair. Parce que nous, les compagnons de Guillaume Soro, nous sommes comme notre leader, nous ne sommes pas amateurs de langue de bois. Nous n'appelons pas un chat un animal poilu, nous appelons un chat un chat. Guillaume Kigbafori Soro dit ceci, reprenant une métaphore que vous connaissez. Je vais aller rendre le tabouret pour ensuite aller m'asseoir dans le fauteuil, parce que le fauteuil est beaucoup plus confortable. Je cite presque de mémoire là Guillaume Kigbafori Soro, quelques instants avant sa démission. Vous pouvez retrouver la déclaration qu'il a faite en off dans une interview sur la GKS TV hier, dans son véhicule au moment où il va vers l'hémicycle. La journaliste de la GKS TV lui pose la question, qu'est-ce que vous allez devenir? Guillaume Soro dit, mais ma carrière politique, mon destin national véritable commence aujourd'hui. Mais on n'a encore rien fait, c'est maintenant qu'on va commencer à faire. Et il ajoute, je vais aller rendre le tabouret pour ensuite aller m'asseoir, prendre le fauteuil, m'asseoir dans le fauteuil. Bon, le tabouret c'est quoi? C'est pas compliqué à connaître, il suffit de demander à monsieur Adama Bictogo, que nous avons si bien désigné le grand gringalet politique de la Côte d'Ivoire. Cet homme-là qui n'avait pas compris que pour Guillaume Soro, le service du peuple est plus important que les postes.
eh bien, avait dit que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, devait libérer le tabouret, rendre le tabouret, s'il refusait d'adhérer le 26 janvier au RHDP. La métaphore du tabouret sort donc de l'esprit étriqué, étroit du gringalet politique Adama Bictogo. Eh bien, Guillaume Kigbafori Soro récupère la métaphore du tabouret et dit, hier vendredi 8 février, je vous ai rendu le tabouret. Mais en même temps, je vous annonce que maintenant, je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans parce que c'est beaucoup plus confortable. Donc, le fauteuil, c'est quoi? Le fauteuil, c'est le symbole de la fonction de président de la République. Guillaume Kigbafori Soro nous a dit hier, et ce n'est plus un débat, je vais chercher à obtenir du peuple de Côte d'Ivoire la confiance pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en 2040, hein. En 2020. Celui qui n'a pas compris ça, qui ne vienne plus me fatiguer. Il y a des gens qui m'écrivent inbox. J'ai reçu au moins 700 courriers inbox. Hey, est-ce que Guillaume Soro, est-ce qu'il sera candidat à la présidentielle de 2020 ou pas? Il dit qu'il a rendu le tabouret, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale, et que maintenant, il va aller chercher à obtenir le fauteuil pour s'asseoir dedans. Et le fauteuil, c'est la présidence de la République. Guillaume Soro est citoyen ivoirien. Il a 47 ans. Pour être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il faut avoir 35 ans. Donc Guillaume Soro dépasse même l'âge de 12 ans. Il est l'aîné en âge du président Macron de pratiquement 7 ans. Guillaume Soro est même plus âgé que le président Obama quand le président Obama arrivait au pouvoir. En 2020, Guillaume Soro aura 48 ans. Donc, vous devez bien noter cette information. C'est lui-même qui vous l'a donnée hier et que nul ne se perde encore en circonlocution, en hypothèse. Guillaume Soro a dit, je vais rendre le tabouret pour aller prendre le fauteuil et m'asseoir dedans. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, j'ai bien compris que mon leader est en marche vers son grand destin national et qu'il est en marche vers la sollicitation des suffrages du peuple de Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle de 2020. Celui qui veut comprendre autre chose, c'est son problème. Moi, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas un tyran en matière d'interprétation, mais je n'aime pas qu'on me fatigue en me posant souvent la même question, comme si je n'avais pas clairement répondu. Et de toutes les façons, je fais partie des proches compagnons de Guillaume Kigbafori Soro qui, depuis au moins 3 ou 4 ans, annoncent que nous sommes convaincus que 2020 est le rendez-vous de Guillaume Soro avec les nouvelles générations ivoiriennes qui composent plus de 80% de la population de Côte d'Ivoire et de la population électorale de Côte d'Ivoire. Donc le grand enjeu aujourd'hui, dans la carrière politique de Guillaume Kigbafori Soro, c'est qu'il s'est libéré des contraintes régaliennes de la République, notamment dans un contexte de confusion des pouvoirs où le président Alassane Ouattara lui rendait la vie impossible à l'intérieur des institutions. Guillaume Soro vient de récupérer la totale plénitude de ses libertés citoyennes fondamentales. Il vient de récupérer son temps pour se mettre à l'écoute du peuple de Côte d'Ivoire, pour se mettre en marche avec lui vers l'accomplissement effectif du pardon, de la réconciliation et de l'état de droit. Et le fauteuil de président de la République de Côte d'Ivoire, comme l'a si bien dit autrefois le président Laurent Gbagbo, n'appartient pas à quelqu'un. Le fauteuil de président de la République de Côte d'Ivoire appartient au peuple de Côte d'Ivoire et puis à Dieu. Je cite Laurent Gbagbo. Au peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'il suffit de respecter celui qui va être choisi dans les urnes pour savoir qui doit s'asseoir dans le fauteuil. C'est la volonté de Dieu. Parce que tout ce que l'homme prévoit, eh bien, ce n'est qu'une proposition. Et pour ainsi dire, Dieu Tout-Puissant, en tant qu'il est le maître de tous nos destins, eh bien, lui seul peut vouloir que ce qu'un homme veut soit ou que ce qu'un homme veut ne soit pas. D'où la profonde spiritualité de l'intervention du 8 février 2019 par Guillaume Kigbafori Soro, qui a souligné que, pour sa part, il se mettait à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire, il demeurait aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire, il
évoluerait désormais étroitement avec le peuple de Côte d'Ivoire et que, avec ce peuple de Côte d'Ivoire, il ambitionne de bâtir une nation réconciliée. Laurent Gbagbo et Blé Goudé doivent rentrer chez eux. Arrêtons de nous accrocher sur des haines du passé. Nous les avons critiqués autrefois. Ils sont passés par la Cour pénale internationale, ils ont été jugés et acquittés. Et si nous voulons donner une chance à tous les Ivoiriens de partager ensemble un consensus d'existence commune, laissons tranquillement Laurent Gbagbo et Blé Goudé rentrer chez eux. Il faut que le clan présidentiel ivoirien arrête de comploter derrière la Cour pénale internationale ou des autorités occidentales pour empêcher que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent chez eux. Car ils sont aussi emblématiques d'une partie de la population ivoirienne. N'oubliez quand même pas que Laurent Gbagbo, au premier tour de 2010, il était premier au premier tour, avec 38%. Il a battu au premier tour de 2010 le candidat Alassane Ouattara et le candidat Henri Konan Bédié. On ne peut donc pas négliger que tant que le leader de cette partie des citoyens ivoiriens n'a pas eu la possibilité de revivre tranquillement dans son pays, peu importe d'ailleurs le sort que connaîtrait sa carrière politique, eh bien, il y a un palier insuffisant dans la reconstruction du pardon et de la réconciliation nationale. Donc, je suis en train de répondre à la question de la troisième partie de cette conférence. Où va la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a une échéance fondamentale en 2020. L'idéal, c'est qu'elle aille vers cette échéance dans des conditions claires. C'est-à-dire que la réforme de la commission électorale indépendante doit se faire, conformément d'ailleurs aux arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme, qui a condamné le gouvernement ivoirien du président Ouattara pour n'avoir pas respecté depuis 2016 l'exigence de réformer cette commission et de la reconstituer sur des bases consensuelles. Ça, c'est le premier axe. Les présidents Bédié et Guillaume Soro ont la responsabilité d'organiser la marche du peuple de Côte d'Ivoire vers une élection claire, transparente. Et pour cela, il faut qu'ils impulsent et pèsent de tout leur poids pour que les négociations autour de la reconstitution de la commission électorale indépendante ne soient pas des consultations. Il faut que ce soit des réunions consensuelles, que ce soit des concertations et non des consultations qui vont refonder les conditions de la concurrence politique en 2020 en Côte d'Ivoire. Le dilatoire qui consiste à traîner de 2019 jusqu'à 2020 sans avoir réformé correctement la commission électorale indépendante révèle un projet de tricherie du parti unifié qui est en réalité minoritaire dans le pays et qui compte se fabriquer artificiellement une majorité par la tricherie électorale, imitant ainsi les dictatures les plus ubuesques du continent, comme celle de M. Paul Biya au Cameroun. Donc il faut faire très attention. La commission électorale indépendante, ça va être un enjeu focal. Le deuxième enjeu focal, c'est que les citoyennes, les citoyens ivoiriens doivent se mobiliser pour stopper la spirale de violation des libertés fondamentales en Côte d'Ivoire. Moi, je viens de publier ici en France un ouvrage que je vous présente ici et que je vous invite à lire. Dans cet ouvrage, vous retrouvez toutes les pièces à conviction, toutes les preuves de la dérive dictatoriale aujourd'hui en cours en Côte d'Ivoire. Preuves documentées. Violation de l'indépendance de la justice, violation de l'indépendance du Parlement, violation en réalité des libertés fondamentales élémentaires des citoyens, violation de l'immunité des parlementaires, utilisation des ordonnances en lieu et place des lois pour gouverner, violation des lois de la République par des ordonnances ne respectant pas le parallélisme des formes, emprisonnement arbitraire, procès orienté à la manière soviétique et stalinienne. J'ai documenté depuis pratiquement 2015 jusqu'à nos jours la série d'actes par lesquels le régime du président Alassane Ouattara a accompli une descente aux enfers. Vous pouvez vous procurer ce livre, soit en version papier, il sera disponible à Abidjan bientôt dans les différentes librairies de la place, soit vous pouvez l'acheter pour ceux qui disposent d'une carte bancaire directement sur le site des éditions du Net et vous obtiendrez une copie PDF en version EPUB. Vous cliquez sur la version EPUB et pour 6500 francs CFA,
vous recevez votre copie du livre. Ce livre est une compilation scientifique sur la dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire. Vous y trouvez les souches et vous y trouvez les références de chacun des faits dont je parle. Ici, c'est un livre entièrement bâti sur la méthode expérimentale, la méthode positiviste. C'est-à-dire que quand j'affirme quelque chose, je fais un renvoi permettant à chacun d'aller consulter l'original de la chose dont je parle. Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent se mobiliser comme un seul homme pour stopper le délire et la dérive, l'hubris, la démesure du pouvoir qui est en train d'habiter aujourd'hui le président Alassane Ouattara et le clan isolé qui gouverne le pays désormais avec lui. Je conclus cette conférence. Et je rappelle les thèses essentielles que j'ai soutenues. Guillaume Soro a démissionné à la suite du harcèlement politique et du harcèlement anticonstitutionnel du président de la République Alassane Ouattara contre sa personne. Guillaume Soro a démissionné à cause du désaccord idéologique, du désaccord de vision entre lui et le RHDP unifié. Guillaume Soro a démissionné pour protéger la Côte d'Ivoire d'une crise institutionnelle qui risquait d'aboutir à une déflagration socio-politique de trop. Et Guillaume Soro a démissionné pour se mettre à la disposition de l'histoire, de la grande histoire du peuple de Côte d'Ivoire. Et cette histoire passe par l'élection présidentielle de 2020, dans laquelle et avec laquelle il faudra compter sur le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro. Je le dirai donc d'une métaphore. Guillaume Soro a démissionné, non pas parce qu'il avait peur de ceux qui détiennent le tabouret, mais parce qu'il ne voulait pas priver le peuple de Côte d'Ivoire de toutes ses chances de donner le fauteuil en 2020 à celui de ses enfants qui aura clairement montré sa volonté de rassembler, sa volonté de pardonner et de demander pardon, sa volonté de réconcilier et sa volonté de respecter enfin la loi, de respecter enfin la Constitution. Chers amis, un grand jour s'est levé hier sur l'espérance démocratique ivoirienne. Ce grand jour, c'est celui d'un Guillaume Soro libre, ayant désormais les coudées franches, n'étant plus tenu par le devoir de réserve, un Guillaume Soro disponible pour aller vers ses compatriotes à l'intérieur des hameaux, des patelins, des communes, des villes de Côte d'Ivoire, un Guillaume Soro dont vous avez vu les couches populaires affluer vers le domicile, certains venant lui offrir le riz, alors que le RHDP, quant à lui, doit offrir des petits sachets de riz pour avoir des gens sur ses gradins. Guillaume Soro, quant à lui, obtient du riz de ceux qu'il aime et qui veulent lui manifester ce désintéressement des véritables militants, qui savent que quand ils se battent avec un leader, c'est pour une cause. C'est une cause qui est plus grande que le leader et que soi-même, qui justifie qu'on se batte en politique. Ce n'est pas quelques grains de riz, quelques chiffons ou un peu d'huile. Donc, ce Guillaume Soro est disponible et vous pouvez compter sur lui. Nous pouvons compter sur lui. Vous pouvez compter sur nous. Et je sais que nous pouvons compter sur vous pour la grande marche de la grande génération ivoirienne incarnée par le leader Guillaume Soro. Cette marche a commencé. Exprimez-vous, argumentez, prouvez qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Chers amis, je vous remercie. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Merci de partager la présente conférence. Merci à vous.